Mars 2023, un dimanche soir, le couperet tombe. Crédit Suisse, l'une des deux plus grandes banques suisses, n'existera plus. Après 167 ans d'histoire, cette institution est avalée en urgence par sa rivale UBS pour seulement 3 petits milliards de francs. Quelques années plus tôt, elle en valait 10 fois plus. Pour éviter une panique bancaire générale, la Banque nationale suisse et le gouvernement mettent sur la table plus de 100 milliards de francs de liquidités et de garanties publiques. Officiellement, on nous dit que ce n'est pas un sauvetage, mais une solution de marché. Alors, comment une banque fondée en 1856, un pilier de la finance suisse, a-t-elle pu être balayée en quelques jours par une simple crise de confiance ? Et surtout, est-ce vraiment un accident ou la conséquence logique de la finance moderne ? Crédit Suisse est né en 1856 sous le nom de Schweizerische Kreditanstalt, à l'initiative d'Alfred Escher. Sa mission d'origine était claire, financer la construction des chemins de fer et l'industrialisation de la Suisse. Au fil des décennies, la banque est devenue un acteur central de la finance helvétique en développant le crédit aux entreprises, la gestion de fortune pour les riches clients européens, puis en s'étendant à l'international. À la fin du XXe siècle, Crédit Suisse était devenue une banque universelle mondiale. Banque d'investissement, gestion de fortune, banque de détail, elle faisait tout. Sur le papier, c'était un colosse. Too big to fail pour la Suisse, c'est-à-dire trop grosse pour faire faillite. Mais derrière cette image de respectabilité, les risques s'accumulaient déjà, discrètement, dans l'ombre. Dans les années 2000 et 2010, Crédit Suisse a suivi la tendance de toute la finance mondiale. Toujours plus de trading, plus de produits financiers complexes, plus de revenus tirés de l'investissement que de la banque traditionnelle. Les autorités suisses finiront par admettre que la stratégie officielle, censée réduire la taille de la banque d'investissement et stabiliser les risques, n'a jamais été réellement appliquée. En parallèle, les scandales se sont enchaînés. Implications dans des affaires de blanchiment d'argent et de clients controversés, amendes pour violation de sanctions internationales ou pour évasion fiscale, et même des affaires d'espionnage interne entre dirigeants qui ont complètement érodé la culture de gouvernance. Le régulateur suisse, l'AFINMA, notera plus tard que ces faiblesses dans la gestion des risques étaient identifiées depuis longtemps, mais jamais corrigées durablement. En 2021, 2 dossiers vont définitivement briser la crédibilité de Crédit Suisse. Premier choc, Greensill Capital. Cette société britannique, spécialisée dans le financement de chaînes d'approvisionnement, s'effondre, révélant un modèle opaque et extrêmement risqué. Le problème, c'est que Crédit Suisse avait créé et vendu à ses propres clients pour environ 10 milliards de dollars de fonds liés à Greensill. Quand Greensill implose, ces fonds doivent être liquidés et les investisseurs se retrouvent face à des pertes considérables. Deuxième choc, quelques semaines plus tard, Archegos Capital. C'est un family office américain, un fonds d'investissement privé qui utilisait un effet de levier massif via des produits dérivés complexes. Quand ces paris se sont retournés contre lui, Crédit Suisse a encaissé une perte de 5,5 milliards de dollars. C'est l'une des plus grosses pertes liées à un seul client dans toute l'histoire de la banque. Un rapport indépendant, commandé par la banque elle-même, parlera d'un échec fondamental de la gestion des risques et d'un business obsédé par le profit à court terme, au mépris de tout contrôle. Pour les observateurs, le message était clair. Crédit Suisse ne maîtrisait plus du tout les risques qu'elle prenait. À partir de ce moment-là, la descente aux enfers est devenue visible dans les chiffres. En 2022, Crédit Suisse annonce une perte nette de 7,3 milliards de francs suisses et prévient qu'une nouvelle perte substantielle l'attend en 2023. Les plans de restructuration se succèdent, les stratégies se multiplient, mais sans jamais convaincre les marchés. Les agences de notation dégradent moins que la banque, et les investisseurs commencent sérieusement à douter de sa capacité à se redresser. À l'automne 2022, une rumeur de banque en difficulté se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Résultat, une première vague de retrait massif de dépôts, notamment de la part de la clientèle la plus fortunée.
En février 2023, la banque reconnaît officiellement que plus de 110 milliards de francs ont été retirés par les clients sur la fin de l'année 2022. La direction affirme disposer de suffisamment de capital et de liquidité. Mais dans la finance moderne, la perception compte parfois bien plus que les ratios officiels. Arrive mars 2023. Aux États-Unis, plusieurs banques régionales, dont la fameuse Silicon Valley Bank, s'effondrent, ce qui déclenche une panique mondiale sur tout le secteur bancaire. Dans ce climat de peur, le moindre signe de faiblesse est amplifié. Pour Credit Suisse, déjà fragilisé, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'événement décisif, c'est la déclaration de la Saudi National Bank, un actionnaire important de la banque. Elle annonce publiquement qu'elle n'injectera pas de capital supplémentaire. Légalement, elle ne pouvait pas dépasser 10% de participation. Mais psychologiquement, le message est perçu comme un abandon. Le cours de l'action s'effondre, la méfiance explose et les retraits de dépôts s'accélèrent à un rythme sans précédent selon les rapports officiels. La FINMA, le gendarme financier suisse, estime alors qu'à la mi-mars 2023, le risque d'insolvabilité de Credit Suisse à très court terme est devenu une menace bien réelle. Le gouvernement, la Banque nationale et la FINMA décident d'intervenir en urgence. Le 19 mars 2023, la solution est annoncée. UBS accepte de racheter Credit Suisse pour environ 3 milliards de francs suisses, une bouchée de pain. Pour rendre ce mariage forcé possible, l'État suisse et la Banque nationale mettent sur la table plus de 100 milliards de francs dirhams, 100 milliards de francs de liquidité et une garantie couvrant jusqu'à 9 milliards de pertes potentielles pour UBS. Pour bien mesurer l'ampleur du choc, il faut savoir qu'environ 16 milliards de francs d'obligations spéciales, appelées AT1, ont été purement et simplement réduits à zéro sur décision du régulateur. Ces obligations sont une sorte de dette bancaire conçue pour absorber les pertes en cas de crise. Dans cette opération, certains actionnaires ont récupéré une petite valeur résiduelle grâce à l'échange en actions UBS, tandis que les détenteurs de ces obligations AT1, qui sont pourtant théoriquement mieux protégés que les actionnaires, ont tout perdu. Cette inversion de la hiérarchie habituelle a déclenché un débat mondial sur le risque réglementaire et la protection des créanciers bancaires. Alors, qui paie vraiment la facture ? Officiellement, les autorités suisses insistent, ce n'est pas un sauvetage classique. Il n'y a pas eu d'injection directe de capital public dans Credit Suisse. Mais dans les faits, plusieurs catégories ont payé la note. D'abord, les actionnaires historiques, qui ont vu la valeur de leurs titres s'effondrer. Ensuite, les détenteurs d'obligations AT1 anéantis pour 16 milliards de francs. Et enfin, les contribuables suisses, qui se retrouvent exposés via les garanties de l'État et les risques systémiques assumés pour sauver le système. À plus long terme, la Suisse se retrouve avec une mégabanque encore plus grande, le nouvel ensemble UBS plus Credit Suisse, ce qui renforce le problème même du too big to fail. Les rapports des régulateurs sont formels, même si la banque respectait sur le papier ses ratios de capital et de liquidité, la crise de confiance a suffi à rendre son modèle intenable. Les autorités se sont alors posé une question simple. Pourquoi Credit Suisse a-t-elle échoué alors qu'elle respectait en apparence toutes les règles ? Les rapports convergent sur plusieurs points, une gouvernance instable, avec des directions qui se succèdent, sans jamais mener leur vision à terme, une culture du risque totalement défaillante, où des incidents majeurs, comme Greensill et Archegos, n'ont provoqué aucun changement radical. Et enfin, une supervision qui a bien identifié les problèmes, mais sans avoir les outils juridiques ou politiques pour imposer des corrections rapides et brutales. Le gouvernement suisse lui-même a admis que le régime too big to fail devait être renforcé. Plus de capital pour les banques, plus de pouvoir pour le régulateur et une responsabilité accrue pour les dirigeants. En creux, la chute de Credit Suisse révèle une vérité dérangeante sur la finance moderne. Une banque peut être non conforme sur le papier, mais mourir d'une chose qu'aucun ratio ne peut capturer, la perte de confiance. Credit Suisse n'a pas disparu à cause d'un seul scandale, ni d'un seul mauvais pari. Sa chute est le résultat de décennies de dérives accumulées, une tolérance au risque excessive, une culture interne fracturée, une gouvernance faible et une régulation sans moyens suffisants. Quand la musique s'est arrêtée en mars 2023, la banque remplissait encore techniquement la plupart des critères réglementaires, mais plus personne, ni les clients,
ni les marchés, ni les partenaires n'avaient réellement confiance en elle. En apparence, la crise est réglée, le logo Crédit Suisse disparaît, UBS continue, le système financier tient bon. Mais la vraie question est ailleurs. Combien d'autres grandes institutions ailleurs dans le monde vivent aujourd'hui sur le même fil du rasoir? Et la prochaine fois, est-ce qu'il restera encore un acteur assez gros pour racheter le problème? Si tu veux continuer à découvrir ce qui se cache derrière les vitrines du business, abonne-toi, like et partage cette vidéo. Et dis-moi en commentaire quel géant tu voudrais qu'on autopsie la prochaine fois. I was raised where the highway ends, in a town full of ghosts and no fake friends. Same dirt roads, same neon lights. They build your cage and sell you the sky. Daddy said, son, don't stir the dust, but I was born with a restless trust. One foot in the gravel, one in the flame. I had to burn just to carve my